Bon, ça a lieu, comme on peut le voir, hein, sur des systèmes qui sont vraiment très variés, hein. C'est des images AFM, donc c'est des films qui ont de la dizaine à la centaine de nanomètres d'épaisseur. Et le moteur de tout ça, bah, c'est la contrainte de compression, hein, puisque souvent ces films sont déposés par pulvérisation cathodique. Et souvent, il y a des contraintes qui sont de l'ordre du gigapascal, voire plus, hein, pour des films qui font uniquement quelques dizaines et quelques centaines de nanos. Bon, ça c'était donc là les cloques en gros elles sont de l'ordre du micron, hein, leur taille est de l'ordre du micron, mais on peut observer la même chose à notre échelle avec des cloques de quelques centimètres. Donc ça c'est des photos qui ont été prises, là c'est sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, c'est sur un panneau publicitaire en plastique qui a vieilli. Donc quand il a vieilli, il y a pour une raison ou pour une autre, il y a une contrainte de compression qui est apparue dans le plastique et on a un délaminage en cordon de téléphone. On peut observer des branches qui se forment entre les cordons. Là, c'était à Pékin, cité interdite, c'est l'humidité, hein, qui est rentrée dans les peintures et qui a provoqué de la compression. On peut deviner des cordons de téléphone et c'est allé jusqu'à la rupture et au délaminage de la peinture. Autres observations, bah, souvent à l'arrière des voitures, hein, on voit, bah, peut-être que j'ai un regard particulier, donc je le vois facilement, mais souvent quand je me promène, je vois des choses comme ça sur les autocollants. Donc quand on est exposé au soleil, souvent ils sont scotchés de l'autre côté des vitres. Le plastique vieillit là aussi et on voit des cordons de téléphone qui se forment sur les autocollants. Et ça, c'est dans notre bâtiment, de la peinture, hein, de la peinture un peu comme à Pékin, mais c'est à Grenoble, de l'humidité qui a été prise par la peinture et on voit effectivement des cordons de téléphone. Voilà, donc c'est un phénomène qui apparaît, qui est finalement assez indépendant de l'échelle. Donc bah, voilà le plan un petit peu, donc je vais parler de la comment des ingrédients nécessaires pour modéliser ce problème, d'un point de vue mécanique. Après l'élucidation un petit peu de la propagation en cordon de téléphone, de comment ça se fait qu'on a ces formes assez particulières. Parler de diagrammes de phase un petit peu ensuite, de différentes morphologies qu'on peut observer en fonction de la contrainte, en fonction de l'énergie d'interface. Et puis je vais, discuter comment on peut relier la morphologie de ces cloques à, l'énergie d'interface et ça c'est un moyen, intéressant d'aller mesurer, l'énergie d'interface, dans différentes configurations. Et si j'ai le temps, je parlerai de clocage sur substrat souple. J'aimerais bien ajouter ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps en 25 minutes, on verra. Donc, les ingrédients pour modéliser ce clocage-là, première chose, c'est d'avoir un modèle de plaque non linéaire géométrique, hein, donc, avec le minimum de non-linéarité nécessaire. Donc, c'est-à-dire il faut introduire les termes du second ordre en déplacement quand on définit les déformations de la fibre neutre. Donc là, on voit qu'on n'a pas retenu tous les termes, on a retenu que le terme W. Alors W, c'est le déplacement, c'est la composante de déplacement hors plan, c'est celle qui devient énorme en fait, hein, puisque à cause du flambage, elle peut faire 10 fois l'épaisseur de la plaque. Donc c'est un terme qui devient très très grand. On est obligé de le prendre en compte. Et c'est la source de la non-linéarité du problème, ce qui fait qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent coexister et qu'il y en a certaines qui vont être stables et d'autres pas. Donc voilà, déjà c'est l'ingrédient de base. Alors l'autre ingrédient important, évidemment, ça se passe sur un substrat, donc c'est un flambage dit unilatéral. Donc ça veut dire que le film peut flamber d'un côté mais pas de l'autre, hein. Donc après, soit le substrat on le prend rigide, soit on le prend élastique. Et de toute façon, le film ne peut pas le traverser, quoi. C'est un contact rigide entre les deux. Ça intervient parce que souvent le film, quand on passe d'un état d'équilibre à l'autre, il se redépose sur le substrat, donc évidemment ça va conditionner la forme. Première chose. Deuxième ingrédient, il faut non seulement modéliser le clocage, mais aussi le délaminage. Donc il faut un modèle qui permette de représenter le comportement mécanique de l'interface alors qu'elle se détache du substrat. Donc le paramètre important pour ça, c'est l'énergie d'interface, ou GC, ténacité d'interface si on veut. Et donc ce qu'on utilise, nous, c'est des modèles de zone cohésive pour représenter cette rupture à l'interface. Donc, les modèles de zone cohésive, j'en dis quelques mots, hein. Donc, c'est une manière de représenter la rupture, où on va représenter la zone où le matériau est en train de s'endommager, en fait. Donc, on a une zone de transition
dans l'approche classique, on a soit un matériau qui est complètement cassé, soit un matériau qui est complètement sain, dans la zone cohésive. Avec les zones cohésives, on a une zone intermédiaire aussi où le matériau est en train de se casser. Le mécanisme qui se passe dans cette zone-là, donc la process zone de rupture, bah, ça dépend, c'est un mécanisme physique, hein, ça dépend du matériau qu'on considère. Donc l'échelle de ces mécanismes, ça va dépendre du matériau considéré. Ça peut être une grande échelle pour les polymères de l'ordre du micron, ou ça peut être nanométrique dans le cas des céramiques. Et alors l'idée, c'est de représenter, c'est d'imaginer qu'au départ, on a deux surfaces qui sont parfaitement adhérentes, en fait, et qu'on va pouvoir les détacher en tirant dessus. Donc là, sur la partie de droite, on a un exemple. Là, donc on exerce on imagine que ces deux traits horizontaux noirs, c'est des surfaces qui sont au départ complètement adhérentes. On exerce une traction dessus, et donc un sigma n, une traction normale, et on a une ouverture, une séparation delta n. Et donc, il faut représenter ça par une loi de comportement. Et ce qu'on a ici, hein, donc elle a une forme un pic d'abord, puis après ça descend. Alors j'explique. Donc là, c'est la traction et la séparation. On imagine qu'on tire dessus verticalement et qu'on va séparer. Donc on va contrôler l'ouverture, hein, en déplacement. Donc au départ, on fait augmenter la traction, mais il y a très 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 peu d'ouverture. Et à un moment donné, on atteint une valeur critique de la traction normale. Et à partir de là, si on continue à écarter, on va ouvrir avec de moins en moins de difficultés l'interface. Et pour finir avec, à la fin, dans cette zone-là, quand on a dépassé cette ouverture critique, on ne rencontre plus aucune résistance. Donc on peut dire que là, on a vraiment séparé les deux matériaux. Et dans le processus de séparation, plus on éloigne les surfaces, moins on a d'interaction et moins ça résiste, en fait. Alors quand on a séparé complètement l'interface, hein, donc finalement on a fourni le travail qui correspond à l'air qui est sous le triangle. Et l'air qui est sous le triangle, c'est donc finalement le travail de séparation ou la ténacité de l'interface. Alors là, c'est en mode 1. C'est en mode 1 parce qu'on a considéré seulement le mécanisme d'ouverture normal. Mais en général, il n'y a pas que le mode 1, il y a aussi un mode 2, donc un mode de cisaillement. Donc on peut complètement imaginer qu'on va ouvrir l'interface en cisaillement. Et encore plus général et plus réaliste, en général, c'est un mélange des deux, un mélange de mode 1 et de mode 2, donc un mélange d'ouverture normale et de cisaillement. Et c'est là que ça nous amène à l'ingrédient numéro 3 qui est important, c'est une représentation de la mixité modale dans notre problème, où la représentation de la ténacité interfaciale dépend d'un paramètre de mixité modale. Donc ce paramètre psi de mixité modale va mesurer le rapport entre la traction tangentielle et la traction normale, la composante tangentielle et la composante normale de la traction. Tel qu'il est défini, si on ouvre en cisaillement pur, en mode 2, on va avoir un psi de 90 degrés ou de pi sur 2. Et si on ouvre en mode normal, ouverture normale pure, on a un psi de 0. Donc quand on a un psi de 0, on a une ouverture normale, donc on a un G1C, donc la ténacité vaut G1C. Et ce qu'on dit en général, c'est que ça va augmenter. Alors plus on va mettre de mode 2 dans notre problème, plus ça va coûter cher en énergie d'ouvrir l'interface. On a cette courbe croissante de l'énergie d'interface en fonction de ce qu'il faut payer en fait pour ouvrir l'interface en fonction du mode de mixité modale. Et donc on va voir dans les slides suivantes que ça joue un rôle absolument fondamental dans l'établissement de la morphologie des cloques. Et pour Vincent nous parlera aussi tout à l'heure de l'importance de la mixité modale dans son problème. Donc la morphologie, l'idée, avec ces 3 ingrédients qu'on a mis dans notre soupe de modélisation, finalement, on aimerait bien représenter tout ce qu'on voit expérimentalement, hein. Donc des beaux cordons bien sinusoïdaux, des cordons avec des coudes, des cordons qui font des branches, et aller jusqu'à une rupture complète du film, un arrachement. Voilà. Donc là, avec la thèse de Jean-Yvan Faou à Saint-Gobain, il y a eu beaucoup de travail fait sur un film de molybdène, une interface argent-silicium et une rupture entre l'argent et le silicium. Alors, le film de molybdène était là, finalement, pour apporter de la contrainte et pour provoquer le cloquage. On cherchait à provoquer le cloquage volontairement pour casser l'interface dans ce cas-là.
Voilà, je vais parler du mécanisme de propagation du cordon de téléphone. Donc en mettant en place tous ces ingrédients et puis en étant un petit peu patient et en réglant bien les paramètres de la simulation, on a réussi à simuler la propagation d'un cordon de téléphone à partir d'un défaut d'adhésion. Donc voilà, la partie simulation est en haut, ligne de niveau colorée indique simplement la hauteur de la cloque. En dessous, on a des observations expérimentales au microscope optique, qui montrent tout à fait des choses tout à fait similaires. Et on a compris la manière dont ça se passait. Donc c'est là que notre mixité modale, la dépendance de la ténacité interfaciale à la mixité modale va être très importante, hein. Donc on a le scénario ici. Donc il faut imaginer qu'on part d'un défaut d'interface, un petit patch circulaire où le film est détaché de l'interface, et on met la contrainte. On met la contrainte dans le film. Alors à ce moment-là, ça forme une cloque, une espèce de cloque circulaire. Sauf que la cloque circulaire, donc elle va commencer à croître, hein, puisqu'on a chargé l'interface, on a mis de la contrainte, et à force de croître, à force de grossir, bah, la forme circulaire n'est plus stable. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a une portion du front circulaire de la cloque qui va s'effondrer et revenir sur le substrat. Bah, cette portion qui s'effondre, comme on voit les lignes de niveau là, qui indiquent la mixité modale, la portion qui s'effondre est très très proche d'un mode 2 pur. Ce qui veut dire que c'est très difficile pour l'interface de se casser à cet endroit-là. Donc le front de propagation s'arrête. Et à cet endroit-là, c'est un point d'ancrage. Et pour continuer à se casser, donc, le front doit faire le tour de ce point d'ancrage. Donc c'est là qu'on a un creux du cordon de téléphone et finalement le front fait le tour patiemment le tour de ce front-là pour former un nouveau lobe circulaire. Donc on peut imaginer que ce nouveau lobe circulaire va grossir et qu'à un moment donné, il va s'effondrer en un point et qu'on va refaire ce cycle-là. Donc à chaque longueur d'onde de cloque, en fait, on refait ce cycle, un coup à gauche, un coup à droite. Donc c'est ça le mécanisme. C'est la formation d'un point d'ancrage qui est dû à une mixité modale, à une dépendance de la ténacité interfaciale à la mixité modale. Voilà, une fois qu'on a ça, je vous montre une simulation. Donc, on part d'un petit patch, là, c'était décollé au départ, ça, et puis on voit que la cloque se propage par la simulation ici. Et là, on a la même chose, mais on regarde sous un microscope optique la cloque en train de se passer, hein. Ce n'est pas le temps réel exactement, mais enfin, c'est pas loin de ça. Toujours avec le molybdène, argent, silice, et on casse entre l'argent et la silice. Donc là, ça fonctionne. Et maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, on a compris le mécanisme de base de propagation de ces cloques-là. Et on peut aller un peu plus loin, essayer de comprendre pourquoi, bah, des fois, on a un cordon de téléphone qui part tout seul, comme ça. Puis des fois, ça forme des branches. Et voilà, un petit peu comme ce qu'on observe ici, ça forme un réseau de branches. Alors, expérimentalement, on voit que bah, ces branches-là se forment plutôt quand on a des chargements élevés ou quand on a un film d'épaisseur plutôt faible. Donc, on veut essayer de rationaliser ça grâce aux simulations. Et donc, on fait des simulations donc, en chargeant avec un défaut circulaire initial. Et on voit que ce qu'on va suivre pour essayer de comprendre ce qui se passe, donc, c'est la mixité modale le long du front de délaminage. Donc là, on a une cloque. Alors si on part d'un petit patch circulaire, comme ça, eh bien, la cloque grossit et la cloque se déstabilise en plusieurs lobes. Alors ça, c'est quelque chose que John Hutchinson et Sowles ont bien montré, ont très bien montré. Ils ont montré la déstabilisation naissante de cloques circulaires. Et en fonction de la contrainte, eh bien, on peut avoir vraiment un certain nombre de lobes qui se forment, qu'on va prévoir, hein. Donc, là, on regarde, nous, ce qui se passe au niveau… quand la cloque est parfaitement circulaire, on fait le tour, on regarde la mixité modale et on voit qu'on a une mixité modale autour de 45 degrés, partout. C'est normal, c'est complètement symétrique. Et puis, à un moment donné, les lobes se forment, là. Et puis, on voit en faisant le tour que dans les creux, eh bien, on a une mixité modale en valeur absolue qui est bien supérieure, hein, qui est autour de 60. Et là, c'est un point d'arrêt qui se forme, hein, effectivement, comme on l'a montré avant. Alors, c'est un point d'arrêt qui est dû au caractère croissant du GC en fonction du psi. On peut définir un psi, donc une mixité modale qui est limite, c'est celle qui
qui va réaliser l'égalité, hein, GC égale G0, c'est-à-dire qu'on va se dire à un moment donné, eh bien, on ne peut pas libérer, il y a une certaine énergie élastique qui est stockée par unité de surface, eh bien, on ne peut pas en libérer plus pour casser l'interface que ce qu'on a stocké dedans avec les contraintes. G0, c'est ce qu'on a stocké avec les contraintes. Eh bien, au maximum, on pourra libérer ça, et donc ça définit un psi limite, puisque GC est une fonction croissante de psi. Donc ça définit un psi limite, d'où l'appellation de psi limite. Là, ça s'est arrêté dans à ces deux endroits-là. On voit que ça s'est arrêté, ça forme. Donc c'est intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe au niveau du front et de regarder les points d'ancrage. Donc maintenant, au lieu de prendre une cloque circulaire, et ça, ce que Hutchinson et Saoulès ne pouvaient pas faire parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire analytiquement, c'est de regarder, de suivre un petit peu ce qui se passe quand un cordon se propage. Alors, quand un cordon se propage, ça, c'est un cordon tout seul qui va se propager tout seul. On note deux points d'ancrage A et B. On les regarde sur le psi. On voit que c'est là où le psi est autour de 60, c'est le psi limite. Hein, donc, ça veut dire que c'est des points d'ancrage. Partout ailleurs, ça continue à se propager parce qu'on est à des psi qui sont inférieurs en valeur absolue. Et puis, ce qu'on voit, c'est que en continuant à suivre le long du front, comme ça, on a normalisé par rapport entre les points A et B, et ben, on a un autre point d'ancrage qui se forme. Mais alors, là, dans ce cas-là, il se forme de manière non symétrique. Il n'est pas entre les deux, il n'est pas pile entre les deux. Ce qui fait qu'en gros, en moyenne, entre les points A et C, on a une mixité modale qui est plus faible. Donc, une mixité modale plus faible, ça veut dire c'est plus facile de casser. Le GC est plus faible. Alors que là, la mixité est plus grande et donc ça va être plus difficile de casser. Donc finalement, on a une branche qui va pas démarrer, qui va s'arrêter. Et l'autre branche, cette branche-là, la branche AC va se propager, la branche BC va s'arrêter. Donc, on va avoir un seul lobe qui va se déplier et après, ça va recommencer. Donc, il faut imaginer qu'entre A et C, on va se retrouver de cette manière-là et ça recommence. C'est une histoire qui se recommence en boucle comme ça, en fait. Alors, par contre, dans le cas où on observe des branches, ce qui se passe, c'est que ce point d'ancrage, eh bien, il se trouve qu'il atterrit quasiment pile au milieu de la zone entre les deux autres points d'ancrage. Alors, s'il atterrit pile au milieu, en gros, pourquoi est-ce qu'il y a plus une branche qui partirait plutôt qu'une autre? Effectivement, si ça atterrit pile au milieu, ben, les deux branches vont continuer. Donc la condition, finalement, pour avoir des branches qui se forment, c'est que ce point d'ancrage se forme avec une forte mixité modale, se forme au milieu. Donc c'est ça le caractère qui va faire qu'on va partir sur plusieurs branches ou on va rester sur une seule. Alors, en faisant de nombreux calculs, on arrive à regrouper les résultats, tous nos résultats, hein, suivant deux axes. On fait un espèce de diagramme de phase. Donc, sur l'horizontal, on a la contrainte, en gros, et sur le vertical, on a l'énergie d'interface divisée par l'énergie élastique qu'on stocke dans le film, par unité de surface. Donc, si on fait la catastrophe totale, c'est une faible énergie d'interface et beaucoup de contraintes. Là, on fripe complètement le film. Là où on est tranquille, c'est très peu de contraintes et une énergie d'interface élevée, donc on est dans la zone verte no delamination. Là. Et puis on a des frontières qui se dessinent assez joliment d'ailleurs dans ce diagramme, puisque ce sont quasiment des droites. Et on voit qu'on arrive à définir une frontière au-delà de laquelle on va avoir des laminages, et une autre frontière au-delà de laquelle il va y avoir des branches qui vont se former. Donc quand on est au milieu, c'est des cordons tout seuls qui se forment. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a pu donner une formule, finalement, de contraintes critiques qui va dire, au-delà de quelles contraintes, on va former des cloques. C'est-à-dire que si on connaît son énergie d'interface et son épaisseur de film, son module, eh bien, on va être capable de dire, voilà, attention, il ne faut pas dépasser cette contrainte-là, parce que sinon, on va faire des cloques dans notre film. Donc, maintenant, un autre volet qui est intéressant et qui est exploitable expérimentalement, c'est comment utiliser la morphologie des cordons de téléphone pour déterminer l'énergie d'interface. En fait. Alors, on a l'impression, il y a deux paramètres qui sont couramment utilisés pour décrire les cordons de téléphone. C'est la largeur, en fait, la largeur de 2B sur laquelle c'est délaminé, donc un peu la largeur du carré rouge, là. Et c'est par ailleurs la longueur d'onde lambda de l'oscillation qui est là. Donc la question, c'est est-ce que lambda peut servir à caractériser ou pas l'adhésion d'une interface. Donc on peut imaginer on peut faire cloquer volontairement un film, et si on arrive à relier le lambda à l'adhésion, si on a une formule pour relier le lambda à l'adhésion, on pourra, en regardant simplement le lambda, en le mesurant, soit au microscope optique ou autre,
eh bien, on pourra en déduire l'adhésion. Donc, il se trouve que toutes les simulations qu'on fait, qu'il y ait des branches ou qu'il n'y ait pas des branches, ou que les cordons soient de jolis sinusoïdes ou qu'ils soient un peu coudés, etc. Et ben, dans tous les cas, on arrive à rationaliser toutes les simulations et on arrive à exprimer la longueur d'onde en fonction de paramètres du problème. Donc, la longueur d'onde est proportionnelle à une longueur, à quelque chose qui est homogène à une longueur et qui est ce truc-là. Donc il y a une raison pour cette puissance moins un quart, on pourra revenir dessus pour les questions peut-être. Mais ce qui est important ici, c'est que cette relation est explicite. Et donc si on connaît, donc G0, je rappelle, c'est simplement l'énergie élastique stockée par unité de surface. Donc si on connaît les contraintes, l'épaisseur, en gros, on peut calculer sigma 0 et G0. Si on connaît le module de Young, on connaît E. H, l'épaisseur est connue. Hein. K est calculé numériquement. Donc, on peut relier directement, si on connaît tout le reste, on peut relier directement la longueur d'onde à G1C, à l'adhésion, énergie d'adhésion en mode 1. Donc, ça a été fait pendant la thèse de Jean-Yves Faou à Saint-Gobain Recherche. Donc, il y avait un système de dépôt, magnétron, et il y avait quelque chose qui permettait de suivre la courbure in situ des échantillons, et on peut relier facilement la courbure à la contrainte dans le film avec la formule de Stoney. Donc, ayant cette formule en tête, il y a deux manières on peut générer des points, soit en faisant varier la contrainte, en faisant varier les conditions de dépôt, soit en faisant varier l'épaisseur. Il y a deux paramètres qu'on peut expérimentalement qu'on peut manipuler indépendamment, c'est l'épaisseur déposée et la contrainte qu'on impose par le processus de dépôt. Donc, puisqu'on peut faire varier ça, on est capable de générer plusieurs points dans un diagramme et d'utiliser la formule que je vous ai montré plus haut pour fitter en fait l'énergie d'interface. Donc à chaque fois évidemment le lambda a une position importante, donc expérimentalement on va mesurer optiquement le lambda. Sigma 0 est mesuré par la formule de Stoney, H est connu, et le module est connu. Donc tout ça on peut mettre des points sur un diagramme et à la fin il n'y a plus qu'à fitter avec la loi que j'ai montrée tout à l'heure et on obtient, voilà, on peut mesurer G1C comme ça expérimentalement. Donc on a là un moyen de mesurer l'énergie d'interface de films, qui sont même relativement fins, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, en forçant le clocage et en mesurant la longueur d'onde. Là, c'était un autre empilement qu'ils avaient, et là, ça a cassé entre l'argent et ZNO. Et bon, là, c'est un peu plus dispersé, hein, mais on arrive à trouver des grandeurs qui sont quand même assez proches de ce qu'on mesure expérimentalement par d'autres méthodes. Je vois qu'il y a déjà 24 minutes qui sont passées, donc je ne pense pas que ce soit pertinent d'attaquer la partie suivante. Je pense que je vais rendre la parole.